Ouais. Déjà, merci beaucoup au Sans-Culottes du coup, de nous avoir invités. Donc, moi, c'est Rosaine du coup, du Pain et des Roses. Je suis militante aussi au collectif jeune du Point Levé et je suis étudiante au Mirail. Et pour commencer directement cette conférence, je pense qu'on peut partir d'un premier constat déjà depuis ces 7 dernières années et notamment depuis toute la vague de MeToo jusqu'aux dénonciations en fait, à Sciences Po, où vous avez beaucoup connu notamment ici j'imagine, où en fait l'accent il a été mis centralement sur la question des violences sexistes et sexuelles et à quel point est-ce qu'elles imprégnaient toutes les sphères de la société. Et on peut faire ce constat malheureux que 7 ans après cette vague énorme en fait, de dénonciation des violences sexistes et sexuelles, ces violences-là n'ont pas disparu. Aujourd'hui, en fait, on voit encore un Macron qui défend totalement à la télé et devant tout le monde, en toute impunité, un Depardieu. On voit encore un Macron qui défend un Darmanin. Et on voit encore que les violences en fait, n'ont pas cessé, et notamment jusqu'au crime avec les 900 féminicides qui ont touché les femmes depuis l'investiture de Macron comme président, ou encore aujourd'hui la très 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 mauvaise prise en charge des violences sexistes et sexuelles par la police, par la justice, où on voit en fait que c'est une réponse qui est très très impuissante face à ces phénomènes, puisque malheureusement on peut faire ce constat qu'il y a 0,6% en 2020 des plaintes pour tentative de viol ou viol qui ont débouché sur une condamnation. Et cette semaine, vous n'avez pas pu passer à côté non plus de l'instauration du droit à l'IVG dans la Constitution. Et si on peut se réjouir de cette nouvelle dans un contexte d'attaque à l'international sur le droit à l'IVG, il faut voir que cette mesure, pour nous, en tout cas, elle est vide de conséquences et elle contraint en rien Macron. Par contre, elle lui sert à faire un coup de com' à la veille du 8 mars, alors même qu'il détruit chaque jour un peu plus l'hôpital public, alors même qu'il détruit un peu plus chaque jour les services publics, qui fait des coupes budgétaires dans les plannings familiaux, qui fait des coupes budgétaires dans les centres IVG. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces 10 dernières années, il y a eu 130 centres IVG qui ont dû fermer, et derrière il nous fait ce genre de coup de com'. Et si j'explique en fait toutes ces limites-là, c'est pour montrer que cette semaine, on a eu un très bon exemple que des avancées dans la loi ne veulent pas forcément dire des avancées réelles dans la vie. Et face aux violences sexistes et sexuelles qui persistent dans la société, il y a un désaccord très très important dans le mouvement féministe qu'aujourd'hui on veut pointer, qui règne, c'est sur comment faire face à ces violences sexistes et sexuelles. Certains courants souhaitent s'en remettre à l'État, d'autres parlent de faire justice nous-mêmes, et nous, à contre-courant de ces perspectives-là, on souhaite aujourd'hui faire le portrait de toutes les logiques punitivistes du féministe et discuter d'une stratégie à même de nous débarrasser des violences sexistes et sexuelles et du système qui les produit. Et d'abord, je commencerai par faire rapidement une petite définition du féminisme punitif. On peut vraiment se demander qu'est-ce que c'est. Et pour nous, c'est un féminisme qui considère que pour faire face aux violences sexistes et sexuelles, ce qu'il faut, c'est mettre des punitions aux hommes. Et donc, par exemple, c'est un féminisme qui prône le fait de mettre des condamnations de prison aux agresseurs, aux violeurs et aux personnes jugées problématiques. C'est un féminisme qui demande de mettre des peines de prison plus lourdes. C'est un féminisme qui demande d'élargir les lois pour inclure à l'intérieur plus de préjudices concernant les violences de genre. Et la première critique qu'on va commencer par faire aux logiques punitivistes, c'est d'abord sa complicité avec le néolibéralisme. Nous, on pense qu'on ne peut pas comprendre l'essor du punitivisme sans comprendre toute l'offensive néolibéraliste qui a pu avoir. Parce que de manière générale, les tendances punitives, elles se complètent très bien avec un certain sens commun néolibéral, l'idée que la société c'est une somme d'individualités et que les préjudices subis sont également des enjeux individuels, comme s'il n'y avait pas de conditions structurelles qui recréent l'oppression à échelle collective. Et du coup, si les responsabilités elles sont individuelles, alors le remède, c'est la punition individuelle. Et cet imaginaire, du coup, il ne vient pas de nulle part. Il a été instauré par la bourgeoisie, notamment après les grandes conquêtes ouvrières, notamment héritées des grèves de 1936, de 1968 en France, mais aussi les expériences socialistes dans les pays de l'Est, comme l'URSS, et en réponse à l'énorme vague de lutte des classes à l'international après les années 68, dans laquelle s'était développé un fort mouvement féministe. On y reviendra beaucoup sur le féminisme qu'il y a pu avoir dans les années 70, qui a été très important et duquel on s'inspire beaucoup. Et donc après ce fort mouvement, cette forte lutte de classe, les pays capitalistes, ils ont fait une offensive sur nous, sur la classe ouvrière, pour supprimer ces acquis du souvenir collectif,
pour restaurer leur hégémonie en cassant d'une main les conditions de travail de la population, de faire une énorme offensive idéologique comme quoi en fait on penserait qu'à notre gueule, qu'on serait tous individualistes et que la seule solution ce serait l'empowerment, etc. etc. Et de l'autre, en même temps qu'ils cassaient toutes ces conditions de travail et toutes ces conditions de vie, ils ont accordé quelques concessions. On entend souvent parler des 35 heures, il y a eu aussi des mesures pour l'égalité homme-femme, et on a assisté en France à la mise en place du ministère pour les droits des femmes, qui était montré comme très très progressiste, et pourtant, quand il a été instauré, il a été régi par Yvette Roudy, qui est une des figures de la pacification totale, justement des idéaux radicaux des féministes qui luttaient dans les années 70. Et alors que cette offensive néolibérale, elle a accru la précarité, la pauvreté, la discrimination de larges secteurs populaires de notre classe et de la classe ouvrière, l'État il a intégré certaines revendications et organisations du mouvement féministe, tout en les vidant de leur contenu anticapitaliste qu'elles avaient à la base pour les détourner et servir ses propres intérêts. Du coup, il a criminalisé les pauvres et les immigrés et renforcé son appareil répressif. Et la professeure américaine Wendy Brown, dans son livre State of Injury, pardon pour l'accent, souligne le pouvoir conféré à l'État pour contrôler et légiférer sur les préjudices, comme si en fait l'État c'était une institution neutre, totalement dénuée d'intérêt en tant que telle. Et ainsi, elle dit, au lieu d'apparaître comme le symptôme d'une profonde douleur politique dans une culture, le préjudice est présenté comme intentionnel et individuel, la politique est réduite à la punition. Et pour montrer l'impact de l'offensive néolibérale, du coup, on peut retourner aux fameuses féministes que je disais dans les années 70, et notamment celle du mouvement de libération des femmes, le MLF, que vous connaissez peut-être, où elles étaient nombreuses à refuser que leurs revendications se jouent sur le terrain de l'État, sur le terrain de ses institutions comme la prison, la justice, la police. Elles demandaient par exemple des procès sans peine. Elles allaient dans les procès pour dire « Ok, jugez cette affaire », dénoncer en fait ce qui s'est passé, mais retirer toutes les sanctions qui peuvent encourir. Et elle dénonçait bien sûr du coup toute l'imposture qui consiste à faire croire que le respect des femmes, en fait, ça se mesurait en termes d'années distribuées de prison dans les tribunaux. Et à partir des années 1980, les féministes, du coup, elles ont commencé à beaucoup prôner le durcissement des peines comme solution quasi exclusive à la violence de genre. Et elles ont gagné, par exemple, en influence aux États-Unis grâce à la cooptation par l'État d'une partie du mouvement féministe que j'expliquais juste avant. Donc vous voyez qu'on est passé du mouvement féministe des années 70 qui demandait des peines sans procès à un mouvement qui commençait à faire une intégration à l'État, à durcir et à demander justement plus de prison, plus de procès, etc. Et ces féministes, elles ne se sont pas arrêtées là, elles ont aussi demandé à ce qu'on réprime la prostitution, la pornographie. Et d'ailleurs, du coup, c'est pas un hasard qu'à la fin, les féministes conservatrices se sont même alliées à la droite américaine pour faire passer toutes ces modifications-là dans le code pénal. Et la philosophe féministe Nancy Fraser, elle souligne qu'à l'époque, le féminisme libéral, il désarmait le pouvoir des mouvements féministes des années 60 et 70, et il était complice du néolibéralisme, car il a continué à forger le sens commun individualiste, selon lequel ce sont les individus qui sont responsables des violences, et non le système capitaliste et patriarcal qui les reproduit de façon structurelle et contre lequel il est possible de lutter collectivement. La seconde critique qu'on fait à la logique punitive est qu'elle entraîne un féminisme carcéral, et là je mets un peu de suspense parce que je vais voir. Donc la première, c'était la première critique qu'on faisait, pour rappel, c'est celle que le féminisme punitif, il a accompagné et il entraîne toute la question de l'offensive néolibérale sur nos luttes et sur la société en tant que telle. Et la deuxième qu'on veut faire, du coup, c'est qu'il entraîne un féminisme carcéral. Parce que c'est pas un hasard. Pour vous dire, l'une des premières critiques qui a été faite au féminisme punitif, elles viennent des féministes noires et antiracistes. Angela Davis, par exemple, que vous connaissez peut-être, elle a développé une critique du système carcéral comme un régime institué par l'État et les grandes entreprises capitalistes pour criminaliser, emprisonner et discipliner les populations pauvres et racisées. L'essor de l'incarcération dans le capitalisme contemporain, il est clairement marqué par un biais de race, de classe et de genre. Et c'est comme ça que les prisons renforcent le cercle de l'exploitation, du racisme et du pillage pour imposer la violence de l'enfermement qui est aussi une forme de torture. En France, par exemple, Sarkozy, bon, j'imagine on n'aime pas trop ici, pendant qu'il a été président, il s'est appuyé sur la logique punitive de certains courants féministes pendant son mandat et il a instauré la loi de la sécurité intérieure et créé le délit de racolage passif qui permettra du coup à la police
de réprimer, d'harceler, d'arrêter les prostituées comme bon leur semble, juste parce qu'elles sont en train de lire un journal. Par exemple, il y avait un témoignage frappant comme ça d'une prostituée qui lisait un journal dans son camion et ils l'ont arrêtée grâce à ce délit de racolage passif. Et aussi, ça va beaucoup les précariser et les mettre en danger parce que ça les pousse toujours plus loin dans l'illégalité, dans le fait d'accepter plus de clients, etc. Et par là même, bien sûr, d'expulser toutes les prostituées qui sont étrangères de manière beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Et récemment, de nombreux auteurs antiracistes ont repris la critique du féminisme carcéral. Françoise Vergès, par exemple, dans son livre que je vous invite à lire, qui s'appelle « Une théorie féministe de la violence », s'interroge sur la complicité de ce type de féminisme avec le colonialisme raciste de l'État français. Dans un même temps, d'autres auteurs ont souligné que le système carcéral fonctionne comme une machine à produire de nouvelles agressions. Par exemple, l'anthropologue Rita Segato a souligné que la prison est une véritable école du viol. Et cette autrice, elle a également affirmé qu'aucune modification apportée à la législation pour la rendre plus répressive n'a permis de réduire les violences de genre. Et que cette logique, elle reviendrait à vouloir éliminer un symptôme sans éliminer la maladie. Et en ce sens, nous, on s'oppose du coup au système carcéral, un système de violence de classe, un système de violence raciste, coloniale et patriarcale. Et lorsque la bourgeoisie, elle intègre des soi-disant mesures féministes à son programme, nous, on tient à dire que c'est toujours pour les mettre au service de son projet national bourgeois. Et ça, c'est ce qu'on appelle le fémonationalisme, que vous avez déjà peut-être entendu parler, c'est-à-dire le phénomène d'intégration et de cooptation de certaines revendications contre les violences et pour l'égalité de genre à des fins racistes, nationalistes et notamment islamophobes. Et le 8 mars 2022, par exemple, Marlène Schiappa, alliée avec notre fameux Darmanin, nous a donné un bon exemple de ce soi-disant féminisme avec leurs mesures pour des quartiers sans relou. C'est un quadrillage en fait très très important des quartiers qui sont dits à risque, qui sont en réalité les quartiers populaires. Et cette mesure, en réalité, elle a servi qu'à augmenter les effectifs policiers dans les rues, qu'à augmenter le flicage, le délit de faciès et les contrôles et le harcèlement quotidien en fait des populations racisées. Et plus récemment, le passage de la loi immigration, on peut aussi le citer, il s'est aussi accompagné de discours fémo-nationalistes avec par exemple une jeune femme qui a été invitée sur tous les plateaux télé pour raconter son viol, elle racontait qu'elle avait été violée par un migrant sous obligation de quitter le territoire français, donc une OQTF, et qui réclamait du coup plus de répression sur les étrangers. Et cette campagne médiatique, elle s'est faite au service d'un projet raciste de la loi immigration pour trier les étrangers, pour les expulser, pour les enfermer dans les centres de rétention plus rapidement, plus facilement, en les expulsant aussi. Et tout ça sous couvert de défense des femmes nationales françaises. Et la question du coup, c'est pas une soi-disant justice dysfonctionnelle, on le voit, mais c'est une justice qui n'est pas neutre, c'est une justice qui fonctionne pour servir les intérêts de la bourgeoisie. Et c'est pour ça que vouloir réformer la justice, vouloir réformer la police, nous on pense que, et de même pour les prisons, c'est une illusion qui est entretenue par les réformistes aujourd'hui et qui est totalement vaine. Et il est du coup fondamental, on pense, nous, c'est pour ça qu'on s'inspire beaucoup, de se réapproprier toutes les leçons et les traditions des féministes des années 70 et les féministes socialistes qui ne plaçaient aucun espoir dans le camp adverse, dans le camp de l'État capitaliste et qui luttaient contre un système capitaliste et patriarcal et pour une société communiste. Enfin, la dernière critique sur laquelle je vais insister, c'est le fait que les logiques punitivistes reposent sur une logique de punition individuelle. J'ai déjà commencé un peu à l'expliquer, mais je vais y revenir plus précisément. Et du coup, que ça esquive totalement la question de la société en soi et du système qui les produit. Et en effet, le féminisme punitif, il n'appréhende pas la punition comme un levier d'éducation de la personne qui a fauté, qui voudrait changer par exemple, ou même comme un levier d'éducation pour le collectif qui voudrait faire en sorte que les violences ne se reproduisent pas au sein d'un collectif de personnes, mais plutôt comme un outil pour purifier un groupe, en séparant l'individu problématique du groupe. Et Elsa Dekmarso le dit d'une très bonne manière dans son dernier livre « Faire justice », lorsqu'elle écrit « L'auteur de l'agression n'est plus une personne qui a eu un comportement précis à un moment donné, mais un agresseur dangereux pour quiconque s'en approche, prêt à agresser n'importe qui, à n'importe quel moment. » Et la logique de la punition, du coup, elle ne prend pas en compte le fait que ce qui est sanctionné, c'est le symptôme de la maladie, comme le disait Segato. Cette logique, elle fonctionne comme celle de la punition pour l'exemple, c'est-à-dire une fois que les faits sont passés.
Et un exemple éclairant pour montrer à quel point les logiques punitives et d'individualisation des violences, elles sont impuissantes pour réduire les violences de genre, c'est le cas de la récente loi Solo CSC, donc seul un oui est un oui, que vous avez peut-être vu dans l'État espagnol, qui est passée récemment et qui condamne le harcèlement de rue. Et cette loi, elle intervient comme une réponse au mouvement féministe très très important qu'il y a eu ces dernières années dans l'État espagnol, et par un gouvernement dit de gauche qui a en réalité du coup déplacé totalement le terrain de la dénonciation des violences sexistes et sexuelles sur la droite et sur le côté de l'appareil judiciaire avec une stratégie purement punitive et qui a désarmé le mouvement féministe de ses méthodes d'organisation, de réflexion programmatique. Par exemple, il y avait d'énormes assemblées de femmes qui étaient démocratiques, il y avait d'énormes manifestations de rue, ça a été en 2018 par exemple un des plus grands 8 mars au monde, et donc ils ont désarmé tout ça en les plaçant du côté de la loi, et du coup ils ont fait passer des lois sans consultation collective, ils ont totalement oublié, entre gros guillemets, toute une partie des revendications que portait le mouvement féministe, et ils ont désarmé totalement, et aujourd'hui vous voyez dans l'État espagnol, le mouvement féministe, les assemblées démocratiques de femmes n'existent plus vraiment, les manifestations sont beaucoup plus réduites qu'avant, et c'est ce constat-là aussi qu'on veut faire. Le résultat de cette loi, très concrètement là-bas, au-delà de ce que je viens de dire, c'est aucun budget pour l'éducation sexuelle et affective comme on aurait pu penser. Par contre, c'est une augmentation historique du budget pour la répression aux frontières, et c'est l'extrême droite qui monte dans le pays. Et du coup, on voit le net recul entre le féminisme, comme je vous disais tout à l'heure, qui luttait il y a 40 ans pour des procès sans peine, pour une remise en question profonde de la prison, de la société, et aujourd'hui les conséquences de l'offensive néolibérale qui a martelé comme quoi en fait c'était plus possible, il n'y avait plus d'alternative au capitalisme, qui a fait disparaître le désir d'un changement de société et de liberté pour laisser place à la lutte pour la reconnaissance par l'État capitaliste de nos discriminations, de nos oppressions, et pour l'émancipation individuelle. Et Wendy Brown, Nancy Fraser, mais aussi Andrea Datry, qui est la fondatrice de notre collectif du Pain et des Roses, et on a le livre que vous pourrez voir tout à l'heure qui a fondé ce collectif, donc qu'elle a écrit, insiste du coup sur le passage d'une lutte contre l'oppression et l'exploitation à la lutte contre les violences et les discriminations en tant que telles. C'est-à-dire la lutte contre un système à une lutte contre les individus déviants à écarter de la société. Et c'est une logique pénale qui contribue à dépolitiser la question des violences sexistes et sexuelles, qui réduit à l'expression d'un problème de l'ordre moral ou culturel entre individus, tout en détournant du coup le regard des racines de la violence patriarcale. Et pour le reste, l'autre moitié du topo, je laisserai Alberta continuer. Oui. Du coup, vous m'entendez là ? Donc, pour dire, donc Rosen a donné 3 premiers arguments qui montrent, selon nous, les limites de la logique punitive pour répondre aux violences sexistes et sexuelles. Je vais en donner 3 autres. Donc, le premier élément que je voulais dire, c'est les conséquences du punitivisme en termes de construction d'une figure de la victime comme identité féministe. C'est un des problèmes qu'on voit notamment dans la sanction pénale qui crée, dans le fait de faire un procès avec un accusé et un accuseur, on voit qu'il y a un binôme entre l'agresseur et la victime, et que, comme disait Rosen, non seulement ça individualise le problème de la lutte contre le patriarcat, comme on a expliqué, mais aussi ce binôme agresseur-victime, il a pour conséquence d'essentialiser tous les hommes comme des agresseurs potentiels et donc toutes les femmes comme des victimes potentielles. Ça va avoir plusieurs conséquences sur la manière dont on conçoit la stratégie féministe. Le premier, c'est que ce discours sur le fait que toutes les femmes seraient des victimes potentielles, il est repris par un discours féministe, impérialiste et qu'on appelle le féminisme civilisationnel, dont a parlé notamment Rosen quand elle parlait de fémonationalisme, puisque vous voyez qu'il y a énormément de guerres impérialistes, de guerres coloniales qui ont massacré des dizaines de milliers de femmes, enfants et hommes, qui ont été justifiées par le fait de dire que les États impérialistes qui sont responsables d'un certain nombre de violences envers les femmes et les personnes LGBT allaient sauver et émanciper les femmes quand elles seraient victimes d'un autre type de violence. Par exemple, on peut penser à ce qui s'est passé en Afghanistan. Les États-Unis, quand ils sont allés bombarder l'Afghanistan, ils ont dit que c'était au nom des femmes. Et quand ils ont réussi à planter le drapeau des États-Unis sur la capitale, ils ont dit c'est un grand jour pour la liberté de toutes les femmes du monde entier. Alors qu'on sait que ça a été surtout une guerre qui a détruit le pays, causé des milliers de morts, etc. Donc ça, c'est une des premières
limite de ce discours de la figure de la victime comme identité. Et c'est quelque chose que va dénoncer notamment Françoise Vergès aussi dans son livre qu'a cité Rosen. La deuxième chose, c'est que cette essentialisation en réalité des femmes, elle a une conséquence, puisque comme le féminisme punitif, c'est le féminisme qui est le plus répandu, aujourd'hui, le statut de victime se transforme dans une forme d'identité, et il se crée l'idée que, puisque la victime parle à partir de l'expérience d'une douleur, cette parole serait supérieure à tout autre type de discours. Cet énoncé, il suppose du coup que la parole qui décrit un préjudice subi à un moment T, elle aura un caractère supérieur, comme je disais, à tout autre discours. Or, si on doit accompagner une victime sur le fait de comment, où et comment exprimer sa douleur, on ne peut pas exiger, en partant de la douleur, de construire une stratégie politique et sociale qui va nous permettre de détruire le système capitaliste et le patriarcat. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'auteurs vont expliquer. La responsabilité de la construction d'une stratégie pour détruire le patriarcat, c'est surtout la responsabilité des courants féministes et pas des victimes individuelles, toutes seules. C'est quelque chose notamment que va dire Bell Hooks, qui est une féministe antiraciste que vous devez connaître, qui va dire que l'expérience de la discrimination et de la domination n'implique pas nécessairement une compréhension de tous les mécanismes sociaux, idéologiques et politiques qui organisent la société. Elle va dire, tout comme les révolutionnaires qui œuvrent à changer le destin des personnes colonisées partout dans le monde, il est nécessaire que les militantes féministes soulignent le fait que la capacité à voir et à décrire des réalités individuelles est une étape importante dans le long processus d'auto-guérison, mais, c'est seulement un point de départ. Donc ça c'est un deuxième argument de limite de ce discours-là. Et une des conséquences, encore une fois, c'est que ça va mener à des positions identitaires qui nous isolent des différents groupes opprimés. Puisque si les témoignages d'une oppression, ils permettent la dénonciation des faits qui sont souvent naturalisés par la société, qui sont très importants, cette logique, elle peut conduire à une forme de compétition entre les secteurs opprimés au détriment de leur articulation et de leur unification dans une lutte commune contre le système capitaliste, raciste et patriarcal. Et de fait, ça c'est quelque chose que l'État il a très bien compris, puisque vous voyez que la douleur des victimes, elle est souvent instrumentalisée par le gouvernement pour, comme l'a dit Rosen avec la loi Chiappa, renforcer la présence policière dans les rues, mais y compris par l'extrême droite. Quand on instrumentalise le meurtre de Lola pour en fait dire que le problème, ça serait les étrangers en France, etc., vous voyez qu'on part du sentiment de douleur de la famille qui est totalement légitime pour une pensée politique qui est xénophobe et réactionnaire. Donc on voit que cette primauté de la figure de la victime, elle a des conséquences qui sont en dernière instance négatives sur les femmes et les minorités de genre, puisque s'ensuit, y compris, toute une discussion sur qu'est-ce que serait une bonne ou une mauvaise victime. Est-ce que la victime a souffert assez? Est-ce qu'elle s'est arrêtée de vivre? Combien de temps est-ce qu'elle a arrêté de travailler, etc. Et que les femmes, elles finissent souvent par faire l'objet d'une enquête quasi publique, en fait, sur qu'est-ce que serait, comme je le disais, une bonne ou une mauvaise victime. Et cette victimisation, y compris, elle a, en devenant un statut quasi identitaire pour le féminisme, infantilisé aussi, y compris les femmes et les minorités de genre, et leur enlève tout pouvoir d'action et de réponse collective par rapport aux violences subies. Donc ça, c'était le quatrième point sur la question de la figure de la victime et les différentes limites qu'on peut y voir. La cinquième chose sur laquelle je vais revenir, c'est la manière dont la pression punitive dans les mouvements sociaux et dans le féminisme en général va créer une forme de panique sexuelle. Je vais expliquer ce que ça veut dire. C'est pas un débat qui date d'hier dans le mouvement féministe, mais il y a déjà un constat qu'il faut tirer qui vient des différentes choses qu'a dit Rosen avant, c'est que la pression punitive, elle crée en réalité, avec tout un certain nombre de lois qui viennent réguler les violences sexistes et sexuelles, qui sont des lois strictement sur le terrain pénal, donc c'est des lois de la justice pénale, donc c'est-à-dire la justice qui réprime, vient augmenter le type de contrôle social qu'a l'État sur toute une partie de la société et y compris sur la sexualité des femmes. Il y a énormément de féministes à l'international qui ont montré les limites en fait de ces lois pénales pour y compris réduire les violences, mais y compris elles vont montrer à quel point est-ce que ça a des conséquences sur la sexualité même des femmes. Le fait qu'on utilise violence de genre pour qualifier tout type de comportement ou d'action sexiste, ça a des conséquences puisque une féministe notamment qui s'appelle Makaya Andrés,
qui est une féministe de l'État espagnol, justement elle parle de la loi dont a parlé Rosanne, elle va dire que cette utilisation extensive du concept de violence de genre n'a pas seulement déplacé d'autres expressions de l'inégalité envers les femmes, mais a également permis de qualifier de violence les actes de reproduction du sexisme, les comportements gênants à caractère sexiste et même les avances, les regards ou les offres sexuelles non désirées. En d'autres termes, des comportements machistes qui peuvent être gênants, que nous combattons, sont, sous la pression punitive, assimilés à d'autres types de violences sexuelles plus graves, comme s'il s'agissait de la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gradation qui est faite entre les différents types de violences sexistes ou machistes. Une autre féministe qui est signataire notamment du manifeste pour un féminisme des 99%, elle va montrer que de telles conceptions finissent par créer une forme de terreur sexuelle, c'est elle qui va introduire ce terme, où la sexualité des femmes est seulement associée à la possibilité d'une agression sexuelle. Ces visions du fait que la sexualité des femmes, elle se pose que sur un terrain de douleur, c'est des visions qui ne datent pas de la vague MeToo que nous on a connue, mais qui ont animé le mouvement féministe, notamment dans les années 80. Il faut connaître un petit peu l'histoire, par exemple, du féminisme radical. Le féminisme radical, c'est un féminisme qui théorise que l'oppression des femmes, elle se base sur une division de la société en classes de sexe, donc c'est-à-dire que c'est de manière que la société est divisée entre les hommes et les femmes qui ne sont pas considérés comme des groupes sociaux, mais bien comme des groupes sexuels. Et ce courant féministe, dans cette conception, ils vont considérer que tous les hommes sont conçus comme des agresseurs et des violeurs potentiels et que toutes les femmes seraient d'éternelles victimes de ces hommes-là. C'est des courants qui vont considérer que militer dans une organisation avec des hommes fait des militantes femmes des complices du patriarcat et des différentes agressions qui auraient pu être commises. Une des figures de ce féminisme-là, qui s'appelle Catherine McKinnon, elle va considérer que la sexualité, c'est le principal acte, du coup, comme je vous disais, d'articulation de la société patriarcale. Et elle va dire que le viol, l'inceste, les abus, le harcèlement sexuel, l'avortement, la prostitution et la pornographie seraient tout un continuum du rapport de domination. Pour elle, le désir sexuel hétérosexuel, c'est rien d'autre que l'érotisation de la domination. Et pour elle, la principale tâche féministe, c'est de chercher une jurisprudence qui punisse la pulsion agressive masculine. Donc, c'est une féministe qui va militer pour l'interdiction de la pornographie dans le cadre des lois sur la discrimination sexuelle. Elle va militer pour la criminalisation de la prostitution, mais aussi pour l'augmentation des peines pour les agressions sexuelles dans le code pénal. Une autre représentante de ce féministe, elle s'appelle Andrea Dworkin. Elle est aussi connue pour avoir fait des campagnes importantes pour l'interdiction de la pornographie dans les années 80. Et pour elle, la sexualité masculine représente la substance du meurtre, pas de l'amour. Et elle affirme que le viol est le modèle principal de la sexualité hétérosexuelle. En gros, elle assimile le rapport sexuel au viol. Pour Dworkin, les hommes qui consomment de la pornographie ou racontent une blague sexiste, même ceux qui approuvent ces comportements, sont tous ennemis des femmes et impliqués dans le crime de viol. Le problème, la conséquence en fait de cette conception-là, vous le voyez, c'est que non seulement ça enferme les femmes et les hommes dans une forme d'impossibilité en fait de sortir d'un système qui commet des violences, mais y compris, et ça s'est vu dans un congrès qui s'est tenu en 1982, qui est un congrès organisé du coup par des militantes féministes qui essayaient de réfléchir la possibilité d'une libération sexuelle pour les femmes, où la sexualité des femmes ne serait pas juste l'absence de douleur, mais y compris la recherche de nouveaux plaisirs. Et en fait, Dworkin et d'autres militantes féministes radicales, elles vont essayer d'empêcher la tenue de ce congrès-là avec des pancartes, elles vont rentrer dans l'amphithéâtre avec des t-shirts avec écrit non au BDSM lesbien, non à la pornographie, non à la prostitution. Et vous voyez qu'en dernière instance, elles ont une position qui est conservatrice sur la sexualité des femmes, puisqu'en réalité, elles ont une conception qui, en dernière instance, cherche à réprimer la sexualité et les différents plaisirs féminins. Et c'est une militante du coup de la conférence, mais du côté duquel nous on se revendique plutôt, qui essaye de réfléchir la possibilité pour les femmes d'une libération sexuelle. Elle va bien décrire le paradoxe qu'il existe de fait pour les femmes et les minorités de genre dans la société, dans un livre que je vous conseille qui est assez précurseur, qui s'appelle « Plaisir et danger, une exploration de la sexualité féminine ». Elle va dire « Dans la vie des femmes, la tension entre le danger sexuel et le plaisir sexuel est très forte. La sexualité est à la fois un terrain de contrainte, de répression et de danger, mais aussi un terrain d'exploration, de plaisir et de capacité d'agir.
Se concentrer uniquement sur le plaisir et la gratification, c'est négliger la structure patriarcale dans laquelle les femmes évoluent. Cependant, ne parler que de violence sexuelle et d'oppression, c'est négliger l'expérience des femmes en matière de capacité d'agir et de choix sexuels, et c'est accroître involontairement la terreur et le désarroi sexuel dont les femmes font l'expérience. Donc voilà, c'était mon 5e point sur la notion de terreur sexuelle et les différents débats qu'il y a eu sur cette question dans le mouvement féministe. Et pour finir, une des 6e expressions des limites des stratégies punitives, c'est quelque chose que du coup va beaucoup évoquer une autrice qui s'appelle Elsa Dec-Marceau dans un livre qui est sorti, qui s'appelle Faire justice, qui est un livre que je vous recommande parce que c'est une des premières critiques du féminisme punitif qui est sorti en France. En réalité, à l'international, il y a beaucoup de critiques qui ont émergé. En France, à part Gwenola Ricordo, qui est une militante anticarcérale, il y avait pas beaucoup, ce débat n'existait pas trop dans le mouvement féministe. Et elle va interroger, notamment à partir de son expérience militante dans des mouvements queer, féministes, elle va interroger le punitivisme qu'il existe à l'intérieur des mouvements sociaux, des organisations, etc. Elle va montrer que, de fait, les milieux militants, c'est des milieux qui sont imprégnés par le système pénal et carcéral, qui sont influencés, comme tout le reste de la société, par la logique bourgeoise en fait, de la punition. Et elle va montrer que les outils qui sont employés dans les milieux militants pour faire justice sont souvent empreints d'une philosophie qui est punitive. On va utiliser la menace, la pression, l'exclusion, le harcèlement, la dénonciation publique, la manipulation des faits et des discours de discréditation politique. Donc, comme je disais, c'est une critique qui est intéressante, puisque en fait, ça permet de réfléchir en fait comment est-ce que c'est une limite que ces milieux militants qui sont anticarcérales, critiques de la police, vont reproduire en réalité une culture de la punition et d'un langage y compris pénal dans les milieux militants même. Mais elle va aller plus loin, elle va montrer très précisément, y compris les limites de ce qui est très répandu dans le milieu militant, qui s'appelle un call-out, une dénonciation publique. Elle va dire qu'une des limites pour elle du call-out, c'est qu'on cherche à tabasser l'individu, ce sont ses termes, plutôt que de chercher à établir une stratégie pour en finir avec le système qui permet ces violences. Et elle va montrer comment est-ce que les call-outs reproduisent non seulement des mécanismes qui sont punitifs, qui sont violents, qui sont d'ostracisation, et qui ne résout pas le problème, y compris de la violence. Elle va montrer aussi qu'une des limites du call-out, c'est qu'on part du principe que la personne qui a accusé d'un préjudice, quel qu'il soit, ne peut pas changer ou comprendre son tort, et elle questionne, y compris moralement, les techniques qui sont utilisées, puisque lors d'un call-out, la stigmatisation de l'agresseur comme une personne qui est figée dans son rôle d'agresseur est considérée tout de suite comme un agresseur potentiel pour le reste de sa vie, mais y compris la condamnation se fait sans possibilité de défense, avec des actions de punition qui sont souvent disproportionnées. L'idée que tout abus est également présente ne tient pas compte des proportions, des contextes, des spécificités de chaque situation, et surtout, encore une fois, l'accent il est mis sur l'individualisation du problème de la violence sexiste à un moment donné d'un préjudice et pas sur la réflexion d'une résolution collective. Donc, ce qui est intéressant dans son livre, c'est qu'elle va du coup raconter toute l'expérience qu'elle a eu des problèmes en fait, que ces logiques-là pouvaient causer dans les milieux militants, mais y compris, elle va dire, le temps qu'on passe à faire des call-outs, à avoir une logique de dénonciation, etc., non seulement ça ne résout pas le problème des violences sexistes ou autres dans les milieux militants, mais y compris, elle va dire, est-ce que nous, féministes qui sommes pour la réorganisation de la société différemment, sans patriarcat, sans violence, etc., est-ce que la réorganisation du système social peut vraiment passer par le passage à tabac d'un individu ou le fait d'exclure les individus qui seraient considérés comme violents? Donc elle va montrer, et nous on rejoint cette analyse, qu'il ne peut pas y avoir de solution individuelle au problème des violences sexistes et sexuelles, ni par les call-outs, ni par la vengeance personnelle, mais qu'en réalité il nous faut forger une alliance, y compris avec nos camarades hommes, pour affronter ensemble le machisme et toute forme de discrimination dans nos organisations et dans nos mouvements sociaux, mais qu'y compris, il s'agit de voir comment est-ce qu'on va lutter contre le système qui légitime au quotidien et reproduit au quotidien l'ensemble des violences dont nous sommes victimes. Pour conclure, et je vais conclure,
pour résumer un petit peu, vous voyez toute la série d'arguments qu'on a donnés, vous voyez que la logique du punitivisme, à la fois, elle a comme conséquence de renforcer le pouvoir de l'État et de ses forces répressives, tout en situant les femmes comme des victimes individuelles plutôt que comme des sujets potentiellement collectifs qui luttent et qui se battent pour la transformation de la société. Et en réalité, si on suit la logique jusqu'au bout, si tous les hommes étaient des agresseurs potentiels, comme le prétendent certains courants féministes radicaux que j'ai cités, alors il faudrait penser de la même façon que tous les blancs seraient en fait des racistes et que tous les travailleurs seraient des esclaves et qu'il n'y a aucune possibilité de lutter contre ce système d'exploitation et d'oppression et aucune possibilité d'émancipation. Nous, s'il n'y a aucune possibilité et qu'on est tous figés dans notre posture d'opprimé ou d'oppresseur, en réalité, il nous reste juste comme perspective stratégique la confrontation entre les différents secteurs opprimés. Nous, au contraire, on pense qu'il est possible d'unifier et d'articuler les luttes de tous les secteurs opprimés dans un combat commun contre le capitalisme, le racisme et le patriarcat. Du point de vue du marxisme révolutionnaire duquel on se revendique, on pense qu'en même temps que le système il crée des subjectivités qui sont oppressives, mais y compris opprimées, il crée aussi les conditions de la révolte, de l'émergence de mouvements qui remettent en cause les différentes oppressions, de mobilisation et même de révolution. Les dernières années en France, mais y compris à l'international, elles ont montré qu'on n'a pas manqué de luttes qui ont retourné l'horizon des possibles. On a vu le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement contre la réforme des retraites, les différentes manifestations féministes qui ont été inédites avec énormément de jeunes filles et femmes qui sont sorties dans la rue. On a vu les mouvements écolos, on a vu le mouvement pour Adama, enfin, je veux dire, il n'y a pas manqué de mobilisation sociale, mais en réalité, ce qui a manqué pour nous, c'est plutôt une stratégie qui permette que ces mobilisations sociales, elles nous permettent de gagner. On voit que le mouvement féministe aujourd'hui, on dirait que tout se joue dans le salon de Versailles où a été votée la liberté du droit à l'avortement, mais qui ne constitue aucune garantie. Je veux dire, ça n'est pas la garantie du droit d'avorter qui a été votée à Versailles, mais y compris, c'est un problème en fait, ça devrait nous faire tilt quand une mesure met d'accord Bardella, Macron et Mathilde Panot. Enfin, je veux dire, ça dit quelque chose sur la respectabilité du féminisme qu'on est en train de nous faire passer à la télé, et ça n'est pas une avancée. Et qu'en fait, en réalité, il y a même une militante historique du droit à l'avortement qui disait « Moi, je me méfie des droits qu'on nous donne sans qu'on ait rien demandé, parce qu'en réalité, le féminisme, c'est avant tout un féminisme de lutte, et les droits des femmes, en fait, il faut les arracher. » Tout ça pour dire qu'il y a des questions stratégiques qui se posent. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir de nouveaux droits? Comment est-ce qu'on fait pour en finir avec la violence? Nous, si on a voulu faire ce débat et si on a répondu à l'appel des sans-culottes, c'est parce qu'on pense qu'il est central pour le mouvement féministe d'avoir cette discussion stratégique sur les conséquences du punitivisme qui est largement répandu non seulement par l'État, les différentes organisations du féminisme, etc., et y compris, ça ouvre plein d'autres débats, comme vous le voyez, sur le rapport qu'on a à l'État. Nous, on pense qu'on ne peut pas remettre dans les mains de l'État notre émancipation, genre en mode l'État prend mieux en charge nos problèmes, etc. Comme je le disais, la question de la constitutionnalisation de l'IVG le montre. Et on pense qu'en fait, il faut lutter au quotidien pour garantir nos droits. Nous, avec Du pain et des roses, on est de toutes les luttes pour exiger à l'État, par contre, les droits démocratiques fondamentaux que ne bénéficient pas encore les femmes et les personnes LGBT dans une grande partie du monde, où c'est interdit d'avorter, interdit de vivre sa sexualité comme on veut, etc. Mais y compris ici, où on a formellement des droits, sans augmentation du budget des hôpitaux, sans réouverture des centres d'accueil pour l'avortement, sans une éducation sexuelle gratuite et conséquente dans les écoles, nos droits ne sont pas réels aujourd'hui. Nous, on lutte pour une allocation d'autonomie, y compris pour que la dépendance économique ne soit plus jamais la raison pour une femme ou une personne LGBT de quitter un foyer violent. On lutte pour des commissions indépendantes de nos directions d'université. Vous avez fait l'expérience ici à Sciences Po de commissions qui sont mises en place main dans la main avec la direction de l'université pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Ça s'est vu à Sciences Po, mais y compris au Mirail, il y a un certain nombre de membres de cette commission-là qui ont quitté la commission parce qu'en réalité, quand il y a la direction de l'université dedans, ça ne permet pas d'avoir des vraies discussions sur les problèmes, mais y compris ces commissions indépendantes, on pense qu'il faudrait qu'il y en ait dans tous les lieux de travail, dans toutes les entreprises et tout, pour pouvoir en fait prendre en charge les violences sexistes et sexuelles sans le patron ou la direction de l'université. Toutes ces luttes-là, on les mène au quotidien, on les revendique, on sera là pour les revendiquer le 8 mars. Ce sont des luttes qui sont nécessaires pour améliorer la vie de milliers de femmes et de personnes LGBT partout dans le monde. Par contre, on pense que la lutte féministe, elle doit avoir aussi aujourd'hui un autre type d'horizon. Aujourd'hui, la violence du patriarcat,
elle prend un visage qui est absolument monstrueux, qui prend de nouvelles formes désastreuses au travers le monde. Internationalement, on est en train de parler d'une crise économique importante. Je veux dire, il y a des pays comme l'Argentine où c'est 200% d'inflation sur une certaine partie de 200% d'inflation. Je vous laisse imaginer les conséquences, y compris sur les femmes et les personnes LGBT qui sont toujours en première ligne des violences économiques. Mais on ne peut pas ne pas penser aussi aux guerres et aux génocides qu'on est en train de voir à Gaza, où évidemment que ce sont aussi les violences sexistes qui sont utilisées comme une arme de guerre. Et vous voyez que toutes ces choses-là, ce sont aussi des violences faites aux femmes. Nous, on pense que face à cette violence en fait, qui s'accroît, y compris comme tout type de violence, et que le capitalisme il est en train de construire, y compris internationalement, la nécessité qu'on a, elle est aussi de reconstruire une stratégie révolutionnaire du mouvement féministe. On pense que non seulement ce débat contre les stratégies punitives, il pose la nécessité d'une tradition révolutionnaire, c'est-à-dire indépendante de l'État, de sa police, de sa prison, mais y compris anti-impérialiste qui ne transige pas pour soutenir les femmes, que ce soit à Gaza, à Mayotte ou partout dans le monde, mais y compris un féminisme de la classe ouvrière qui lutte aussi au quotidien pour unir nos luttes, celles contre le sexisme, le patriarcat, etc., mais y compris contre le capitalisme. On pense que les femmes et les personnes LGBT, elles peuvent espérer se battre pas juste pour minimiser leur douleur, pour minimiser ce qu'on vit au quotidien, mais y compris pour la construction d'une autre société, une société communiste, sans État, sans oppression et sans exploitation.